Alors la table ronde va porter essentiellement sur l'industrie microélectronique, électronique et la filière électronique. Donc on a le plaisir d'avoir à cette table ronde d'abord Gilles Rizot, qui est délégué général d'Axiel Alliance Électronique, donc qui est le syndicat des industries du domaine. Je pense que parmi les présents, certains devraient le connaître, enfin j'espère tout au moins, et donc qui est fortement impliqué dans la filière électronique et plus particulièrement dans le comité stratégique de filière qui définit à l'heure actuelle finalement les actions qui vont être menées dans cette filière avec la direction générale des entreprises. Donc juste à côté, il y a le professeur Virginie Houel, qui est professeur à l'Université de Lille 1, qui est en fait responsable d'un pôle interuniversitaire de microélectronique pour le nord de la France. Ça s'appelle le pôle lillois de formation à la microélectronique et qui est aussi impliqué actuellement dans le comité stratégique de filière avec Gilles Rizot et donc les gens d'Axiel. Donc elle a cette lourde responsabilité en tant qu'enseignante aussi de travailler sur l'aspect compétences, emploi avec les gens d'Axiel. Et puis la troisième personne, c'est Monsieur Malissé. Alors son prénom, je ne me rappelle plus, c'est Jean-Philippe, pardon. Jean-Philippe Malissé, qui est de Captronic. Captronic, j'étais à sa naissance, ça ne s'appelait pas encore comme ceci, ça s'appelait Jessica. Mais c'est pas écrit. Voilà. Et qui était une structure qui était là pour favoriser le développement des produits microélectroniques dans les PME et PMI. Et donc, on avait commencé au niveau français en Bretagne. Moi, j'étais plus particulièrement impliqué en Bretagne, mais des collègues étaient impliqués sur la région grenobloise, sur la région toulousaine, etc. Et c'est devenu, alors ça a changé de nom, mais c'est pour faire la même chose, Captronic. Et à l'heure actuelle, je suis un petit peu inquiet, mais peut-être que M. Malissé nous en parlera, c'est que le gouvernement estime que ça ne sert à rien de faire l'électronique aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle, elle travaille toute seule avec rien, puisqu'elle est intelligente, elle est artificielle. Bon, je fais exprès d'exagérer, je suis un peu provocateur, mais je pense qu'il va falloir vraiment y réfléchir, et je pense que peut-être que M. Malissé va nous donner quelques informations. Alors, pour moi-même, moi je suis coordonnateur au niveau national de la formation microélectronique, je suis directeur donc d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle CNFM, Coordination nationale formation microélectronique et nanotechnologie, et je coordonne les 12 centres français de microélectronique, dont le centre lillois, dont est Virginie Houel est directrice. Voilà, donc on a une action très étroite avec l'industrie, avec Axiel en particulier, puisque le président du GIP que je dirige, c'est aussi le président d'Axiel Alliance Électronique, donc Jean-Luc Estienne, qui est plus ou moins par là, je ne sais pas s'il va venir, mais donc qui est aussi mon président. C'est pour montrer qu'on essaie de travailler au maximum en lien entre les besoins industriels, le syndicat des industries, et puis la formation, sachant qu'on essaie après de faire retomber au niveau local, dans les formations, les besoins exprimés sur les compétences en particulier. Et bien, je pense que le plus simple, c'est de donner la parole maintenant à Gilles Rizot. Oui, donc bonjour à tous. Merci de votre écoute. Donc moi je suis Gilles Rizot, donc je suis le délégué général d'Axiel Alliance Électronique. Donc c'est un groupement professionnel, syndicat professionnel français de toute la chaîne amont de l'électronique. Je vais vous en parler rapidement. Voilà, et je passerai la parole en cours d'exposé à Virginie, qui est notre référente pour la filière électronique française sur tout ce qui est emploi, compétences et métiers. Alors, quelques mots sur la filière électronique, puisque nous sommes récemment labellisés filière industrie électronique stratégique pour la France, ce qui est très bien. Donc voilà, un petit peu plus d'un an et demi. 4 syndicats professionnels, une fédération professionnelle se sont regroupés pour travailler ensemble avec le soutien donc, du ministère de l'économie et des finances et de l'État, des pouvoirs publics, pour présenter un dossier de labellisation d'industrie stratégique pour l'État français. Donc on a réussi et le 19 mars 2019, la filière électronique française a officiellement été labellisée
parmi les 15 filières stratégiques françaises importantes pour le devenir de notre industrie et sur notre territoire. Ça s'est matérialisé par un contrat de filière, lequel contrat de filière nous impose des droits et des devoirs. On a des droits, c'est de travailler ensemble, de coopérer le plus possible, d'actionner au sein de la filière à la fois l'amont, l'aval, et quand je dis l'aval, ce sont les filières clientes de l'électronique, donc toutes les filières industrielles, et de livrer bien sûr des résultats. Alors cette filière, si on la représente sous une autre forme, ben, vous voyez qu'elle elle représente vraiment toutes les composantes de ce qu'on fait en électronique, depuis les matériaux, oui. Je ne sais pas si ça marche pas, c'est pas grave. Depuis les matériaux, la recherche avancée, donc sur le pôle grenoblois, vous avez beaucoup de laboratoires, beaucoup d'entités qui font de la R&D, en passant par l'industrialisation, les pôles, Captronic qui est un élément clé dans cette chaîne de valeur, la sous-traitance électronique, bien sûr les fabricants de composants, ceux qui les distribuent, ceux qui les designent, et puis in fine les filières aval qui les intègrent. Alors, c'est aujourd'hui l'industrie électronique, elle est considérée comme stratégique, je vous l'ai dit, mais je dirais que ce n'est pas un hasard. L'électronique, il y en a partout. Simplement, avec la digitalisation, la transformation numérique de l'industrie et des filières industrielles, tout le monde sait que c'est indispensable. Donc aujourd'hui, je dirais que l'électronique a cette chance de pouvoir être remise en valeur et de réapparaître finalement au sein des préoccupations de nos industriels. C'est aussi le cas, bien sûr, au niveau de la transition énergétique, dont on parle beaucoup. Et bon nombre d'applications électroniques aujourd'hui contribuent à améliorer notre bien-être, en tout cas pour essayer de sauver ce qui reste à sauver de notre planète. Enfin, je suis un peu pessimiste, mais globalement, on a quand même de bonnes chances et l'électronique y contribue. Donc, une industrie forte aujourd'hui, c'est aussi une électronique forte, une industrie électronique forte. Donc c'est un petit peu notre leitmotiv et c'est ce qui tend notre motivation, ce qui tend finalement toutes les actions qu'on mène et que l'on va mener au sein de cette filière. Alors on a des enjeux, donc ce sont, je vous ai parlé tout à l'heure de nos droits, de nos devoirs. Il est clair qu'aujourd'hui, nos enjeux, c'est l'innovation bien sûr, mais c'est aussi accompagner les entreprises dans leur transformation au sein même de la filière, et c'est aussi accompagner les entreprises de nos filières aval, de nos clients dans cette transformation digitale. C'est aussi en termes d'innovation le développement puis l'accompagnement sur les technologies dont Captronic a déjà parlé, dont Jean-Philippe peut-être parlera un peu plus tard dans l'exposé, sur la cybersécurité. On parle d'intelligence artificielle. Hier, c'était l'avènement des objets connectés. Bon, aujourd'hui, les objets connectés, je crois que c'est devenu un des piliers, un des éléments indispensables dans bon nombre d'industries et de produits. Demain, ça sera l'intelligence artificielle. Donc, autant de challenges, finalement, qu'il faut relever. Pour relever ces challenges, on va avoir besoin dans notre industrie de plus en plus de compétences. Des savoir-faire, il en existe. On risque, si nous ne renouvelons pas ces savoir-faire, de perdre de la compétence, simplement parce que, comme partout, notre industrie a des experts, des technologues, mais qui vieillissent et qui vont partir. Donc on a besoin de jeunes talents, de jeunes publics, de jeunes filles, de jeunes hommes pour venir reprendre le flambeau. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc on a des programmes qui doivent aider normalement nos jeunes étudiants à embrasser des carrières dans l'électronique. Ces carrières sont nombreuses, variées, très attractives. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup d'atouts. Je ne vais pas les décrire, mais j'en ai déjà parlé d'une manière un petit peu significative. Ces atouts, aujourd'hui, on doit les faire connaître. On doit les rendre peut-être plus lisibles, plus visibles. C'est une des missions clés de notre filière électronique, à travers le salon comme aujourd'hui, à travers l'accompagnement que peuvent faire en région les pôles, les clusters, Captronic, que peuvent faire les universités, les écoles, le centre de formation, on en parlera tout à l'heure. Donc
l'objectif, c'est vraiment de redonner de l'attractivité, de redonner, je dirais, essence à tout ce que l'on fait dans le milieu de la formation à l'électronique, car il y a des besoins, il y a des emplois. Simplement quelques chiffres avant de passer la parole à Virginie, qui elle va vous détailler beaucoup plus ce que l'on prévoit de faire en termes d'emploi et de compétences. La filière électronique aujourd'hui, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré sur le territoire. C'est environ, en termes d'emplois, 80 000 emplois directs, 170 000 emplois indirects. Donc on va dire c'est 250 000 emplois sur le territoire. C'est quand même non négligeable. L'industrie de la microélectronique, à elle seule, c'est 4 milliards. Les autres composants, c'est 3 milliards, dont la connectique, qui est aujourd'hui une industrie de composants très dynamique et qui fabrique en France. Tous les leaders mondiaux sont en France. Et puis le logiciel embarqué qu'il ne faut pas négliger et tout ce qui touche les autres secteurs de l'industrie, on va dire l'industrie amont jusqu'à l'intégration auprès des grands donneurs d'ordre. Et la recherche, bien sûr, qui compte plus de 8000 chercheurs, enseignants dans le domaine. Alors je vais passer la parole à Virginie, donc Virginie Well, qui est notre référente pour la filière française sur le chantier emploi, compétences, formation. Merci beaucoup Gilles. Bonjour à tous. Donc dans le cadre de cette filière et du contrat stratégique qui a été signé avec l'État, il y a 6 grands projets structurants qui ont été mis en évidence. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc vous les avez représentés sur ce transparent. Donc le premier, c'est le sujet de l'innovation, notamment avec l'IPCEI et avec le plan Nano 2022. Vous avez un deuxième sujet autour de l'industrie électronique du futur, c'est de diffuser toute l'électronique pour les industries du secteur. Vous avez le sujet de l'intelligence artificielle qui a été présenté par Gilles. Vous avez aussi toute la partie diffusion de l'électronique, mais là pour les filières aval. C'est un souhait de bien travailler et d'identifier les marchés et là où l'électronique peut venir en support. Et un volet international et enfin un volet compétences et emploi dont je vais vous parler et pour laquelle j'ai la charge de l'animation de cette thématique. Donc on a des grands enjeux. Quand on a préparé ce comité stratégique et quand on a rédigé le contrat, on s'est aperçu, et c'est une forte demande des industriels, il y a de nombreux métiers en tension dans différents domaines et donc il y a des emplois à pourvoir. Et les 3 grands items qui ont été identifiés et sur lesquels on travaille, c'est le maintien du savoir-faire et des compétences. Voilà, il y a donc des métiers en tension et des difficultés de recrutement. Le deuxième grand sujet, c'est quand même le sujet de la parité également et de l'attractivité. On déplore en fait le fait qu'il y ait très peu de sciences dès le plus jeune âge au niveau de l'école primaire et au niveau du collège. Donc on milite activement pour remettre la science au centre de l'école et être attractif auprès des jeunes filles et auprès des jeunes garçons. Et enfin, le troisième grand volet sur lequel on travaille, c'est la formation et la reconversion à l'évolution des métiers face à toutes les innovations dans le domaine de cette industrie. La priorité, donc, c'est d'adapter les compétences et les emplois aux besoins de l'électronique, de l'industrie électronique, et de décliner tout ça pour aller directement travailler dans les différents secteurs qui ont été identifiés au niveau du périmètre. Il y a un déploiement qui va être fait suivant 4 axes. Donc on a signé récemment et lancé un comité de pilotage d'un EDEC, qui est l'engagement pour le développement de l'emploi et des compétences. Donc c'est signé entre le ministère du Travail, l'OPCO2I, l'UIMM et puis les différents syndicats de la filière électronique.
Et donc, dans ce cadre-là, on a 4 grands axes. Donc, le premier, c'est déjà de faire une cartographie dynamique du secteur et de voir quelles sont les offres, quelles sont les demandes et les métiers en tension aussi par typologie pour vraiment avoir une idée claire de ce qu'il faut développer, que ce soit du côté de la formation ou bien de la formation continue ou de la formation initiale. Donc ce sont les 2 sujets sur lesquels on travaille également pour promouvoir et orienter les élèves vers les métiers de l'électronique et au niveau de la formation continue pour trouver des solutions rapides pour répondre à l'urgence du recrutement dans cette filière. Le 4e point dont je vous ai déjà parlé, c'est l'attractivité, dont on manque et on a beaucoup de désaffection en fait, des étudiants dans les filières de la microélectronique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Virginie. Donc, avant de passer la parole à Jean-Philippe Ballissé, je voudrais juste vous montrer un petit peu ce qui se fait au niveau national dans le sens qui a été évoqué, c'est-à-dire emploi-compétences. Donc, oula, il faut que j'arrive à mettre en mode présentation. Donc, la filière électronique, vivier compétences emploi. Donc, je vais vous donner quelques informations sur les objectifs au niveau national de la formation dans le domaine de l'électronique et la microélectronique. Donc, très simplement, on a identifié les besoins. Alors, les besoins de société connectée, les besoins de l'industrie 4.0, tout ce qu'on annonce, hein, bien sûr. L'intelligence artificielle, mais qui, à mon avis, était une toute petite partie, contrairement à ce que l'on dit. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est assez artificiel comme terminologie, c'est mon point de vue. Et donc, il y a des défis techniques, c'est l'amélioration de l'intégration électronique. Il faut accélérer le transfert des données, des flux. On a de plus en plus de flux, il faut faire quelque chose. Il faut, bien sûr, regarder tout ce qui se passe sur les objets connectés eux-mêmes, avec la multiplication, par exemple, de tous les systèmes de détection, de capteurs, d'actionneurs, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et derrière, il manque un M d'ici, il y a l'aspect le plus dramatique aujourd'hui dont les gens n'ont pas conscience en général, c'est la consommation d'énergie. Hein, donc, demain après-midi, je ferai une conférence en insistant sur ces points-là. Mais c'est pour revenir par rapport à la table ronde que c'est des points qui sont extrêmement importants et qu'il faudra diviser par 10 à 100 la consommation d'énergie de toute l'électronique connectée, y compris l'intelligence artificielle, dans les 20 prochaines années. Ça veut dire que emploi et compétences, il y a du travail, il faudra des compétences, il faudra de l'innovation. Il devrait y avoir de l'emploi parce que si on veut atteindre ces objectifs, il faudra offrir des postes qui soient susceptibles de contrer ces effets. Voilà. Donc alors, au niveau national, nous, qu'est-ce que l'on fait? On essaye de s'adapter. Ça, c'est juste pour montrer ce qui se passe. En orange, ce sont les entreprises du domaine de l'électronique et la microélectronique. En triangle rouge, ce sont les pôles de formation interuniversitaires. On a 12 pôles de formation et on a autour de 150 Gilles, entreprises, on va dire, hein, un chouï après, hein, parce que Axiel a aussi regroupé une partie de clusters, etc. Donc c'est à peu près ceci. Donc c'est ce qu'a dit Gilles tout à l'heure approximativement, parce que ça change tous les jours, c'est dynamique aussi, comme a dit Virginie. Donc on voit le réseau national, on couvre pratiquement tout le territoire. On a 12 pôles à peu près pour 12 régions, sachant que les régions n'ont pas suivi ce que nous, on avait prévu au départ. Hein, administrativement, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ce n'est pas grave. Et donc, on reçoit en moyenne, en formation initiale, de l'ordre de 15 000 étudiants par an sur nos plateformes. On reçoit à peu près 600 à 700 stagiaires en formation continue. Et on reçoit à peu près 1 millier de doctorants, alors qu'ils ne font pas de la recherche sur nos plateformes, mais qui utilisent les équipements des plateformes pour faire de la recherche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une structure de recherche, nous travaillons avec tous les collègues qui font de la recherche et les laboratoires, mais nous-mêmes, l'activité, c'est essentiellement des plateformes mutualisées
pour faire de la formation et améliorer les compétences. Alors pour avoir une toute petite idée, vous voyez, on travaille avec l'environnement. Par exemple, à Grenoble, mes collègues, ils sont dans l'IRT, qui est l'Institut de recherche technologique. Ils sont dans des LABEX, c'était le laboratoire d'excellence, dans les IDEX, initiatives d'excellence, avec le Renatec. Renatec, c'est la structure industrielle avec les plateformes technologiques avancées qui utilisent la plateforme de Grenoble, qui est le CIM Nanotech. Les laboratoires, on est en lien avec le LTM, avec le CEA, avec le LETI, avec Multi-Chip Project. Ça intéresse certainement M. Malissé qui va nous le dire après. C'est la possibilité de fabriquer des circuits qui sont beaucoup moins chers parce qu'ils sont multi-projets. On appelle ça le CMP. Et donc tout ceci, c'est l'environnement, par exemple grenoblois. Puis on prend l'environnement de Lille, de Rennes, etc. Et c'est pour montrer qu'on essaye de tenir compte à la fois des besoins industriels, de l'environnement technique, technologique et de recherche, et bien sûr de la formation elle-même. Alors on peut travailler en conception, en technologie, en caractérisation, en test, et même, comme a annoncé Virginie, on fait de la sensibilisation des lycéens. C'est-à-dire qu'on a, cette année, on a eu 4000 lycéens qui sont venus sur les différentes plateformes françaises, dans les classes de première et terminale essentiellement, pour essayer de les attirer vers le domaine, pour résoudre le problème des métiers en tension, n'est-ce pas, Gilles? Voilà. Alors, je m'arrête ici pour vous. C'était pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on fait. Demain, j'aurai une conférence, si ceux qui sont intéressés, qui sont encore là, je détaillerai tous ces points-là, mais voilà un petit peu l'état d'esprit. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Malissé qui va... Je vous remercie. En quelques mots, pour répondre à votre question sur les évolutions de financement de Captronic. Effectivement, Captronic, c'est un programme qui est né il y a très longtemps, 1991. Donc porté par une association qui s'appelle Jessica, qui existe toujours. Initialement, il s'agissait d'aider les PME à concevoir des ASIC. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses. Pour plein de raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, les technologies de l'électronique ont énormément diffusé. Aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc le programme, en fait, s'est bâti autour est porté aujourd'hui par une vingtaine d'ingénieurs qui sont répartis sur l'ensemble de la France. Et on travaille avec énormément de centres de compétences, y compris avec tous ceux que vous avez cités, puisque l'objectif de Captronic, c'est vraiment de faire le lien entre les technologies et ce qu'on peut en faire, et d'aider les PME à les utiliser au mieux, soit dans leurs produits, soit dans leur process de production. Et 70% des PME qu'on aide n'ont pas de compétences électroniques en interne. Par contre, elles vont en avoir besoin. Donc c'est quelque chose d'où la tension aussi sur le métier. Alors c'est pas tout à fait forcément les mêmes métiers que ceux de l'industrie électronique, mais quand on veut intégrer l'électronique, à un moment, il faut comprendre aussi ce qu'on fait. Et c'est intéressant de se renforcer ici cette logique-là, pas pour tout faire en interne, parce que c'est pas du tout la logique, mais plutôt pour pouvoir comprendre et dialoguer aussi avec ses sous-traitants. Alors pour finir sur le sujet, effectivement, ça fait pendant très longtemps, on a d'abord été soutenu par un programme européen. Alors c'est important, c'est que l'association a été fondée à l'initiative du CEA et de BPI France, ce sont toujours nos deux membres fondateurs, donc on est dans ce contexte-là. Donc on travaille fortement avec eux, mais pas qu'avec eux. Ça c'est important, mais ce lien avec le monde de la recherche et ce lien avec le monde du financement, il est important parce que ça veut bien dire dans quoi on s'inscrit. Donc pendant très longtemps, le programme a été d'abord soutenu par des fonds européens, puis par des fonds nationaux, et aujourd'hui, avec les évolutions notamment autour de la loi NOTRe, où l'État souhaite transférer tout ce qui est développement économique, technologique aux régions, on est en train de basculer vers des financements régionaux. Donc c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais on s'articule de plus en plus avec les financements régionaux, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, sachant qu'après chaque région a ses écosystèmes, et donc on travaille à la fois sur l'intégration, c'était un peu l'historique de Captronic dans les produits, mais de plus en plus aussi dans tout ce qui est process de production, sachant que les deux sont généralement indissociables. C'est-à-dire que vous concevez un produit pour le fabriquer, mais aussi pour le vendre. Donc quand vous travaillez sur vous êtes obligé généralement de remonter au niveau stratégique et vous essayez de voir les choses globalement en disant voilà, comment je vais essayer de maximiser la valeur que j'apporte avec mon produit. Donc on va essayer de le connecter, d'apporter plus de services, de passer du produit au service, etc. On va essayer de maximiser aussi
donc le service, la production, donc essayer aussi de concevoir son produit pour qu'il soit le plus facile à fabriquer, d'être le plus agile possible par rapport à ses clients. Donc là, par exemple, l'électronique, le logiciel embarqué permet par exemple de personnaliser des produits, il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis, on va essayer aussi d'optimiser son outil de production, d'optimiser aussi, alors à la fois la production, mais aussi optimiser la maintenance. Aussi, de voir aussi, quand on parle de produit au service, c'est aussi inclure la maintenance. Et par exemple, pour un fabricant de machines, de savoir comment sa machine, comment son produit a été utilisé, ça lui donne beaucoup d'informations, ça lui permet d'offrir du service de maintenance, etc. Donc ça change beaucoup de choses dans sa façon de travailler. Par exemple, c'est un fabricant de chaudière qui veut connecter sa chaudière. Initialement, il vendait sa chaudière à un installateur, j'allais dire intégrateur, mais dans beaucoup de cas, c'est un intégrateur. Et puis, il oublie sa chaudière. Il ne sait plus trop ce qui se passe dessus. Du jour au lendemain, il dit voilà, je vais les connecter. Donc, il y avait déjà de l'électronique dans sa chaudière. Je vais connecter la chaudière. Je vais pouvoir apporter plus de services à mon client parce que quand vous mettez un machin Netatmo derrière, j'ai rien contre Netatmo, hein, mais qui n'est pas collé avec la chaudière, ça peut être complètement antinomique avec une chaudière. Il faut savoir que les chaudières, par exemple, à condensation, elles sont faites pour fonctionner sur une certaine durée de cycle. Si vous avez un truc derrière qui l'allume tous les 5 minutes, vous perdez tout le bénéfice de la chaudière. D'où l'importance de mieux... Enfin voilà, il y a des choses qui ne connaissait pas jusqu'ici. Voilà, beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses dans son business. Il faisait du logiciel, il faisait de l'électronique sur sa chaudière, il va devoir faire des applications, etc. Donc ça change beaucoup de choses. D'où l'importance pour lui aussi de son métier va changer et ça veut dire que ses compétences, les compétences dont il a besoin vont changer. Et on le voit dans beaucoup de sociétés, donc on accompagne, on a à peu près 1000 PME adhérentes, on accompagne à peu près 400 projets chaque année, donc ça nous donne beaucoup de retours aussi sur à la fois des belles histoires et puis à la fois sur ce qui comment il faut, à quoi il faut faire attention dans les projets, donc des aspects technologiques, réglementaires, s'interroger sur la valeur, mettre l'électronique en bon niveau. Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a beaucoup de technologies aussi qui arrivent. On est dans un monde qui est drivé par l'électronique grand public, donc avec des temps de cycle de 18 mois. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais je pense que votre temps de cycle il est un petit peu plus élevé que 18 mois. Donc il faut gérer tout ça. On est sur un marché mondialisé, toute la question de la disponibilité des composants qui encore aujourd'hui on le revoit et on ne sait pas encore trop ce qui va se passer en Chine, mais on se doute déjà que ça va, voilà. On a déjà des problèmes de temps d'allocation, etc., de temps de disponibilité qui se comptent en mois, voire en 6 mois, voire en 12 mois. On est dans un contexte international où les États-Unis font ce qu'ils veulent. Si ils ont envie de vous interdire un composant, ils peuvent le faire. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Et pour des PME, ce n'est pas toujours très simple. Donc la filière, il faut qu'elle réponde à tout ça, qu'elle explique aussi comment elle travaille, quelle valeur ajoutée elle a. On a encore chez beaucoup, alors c'est en train de changer, mais électronique égale Asie. On a de très bons sous-traitants, on sait faire de la très bonne fabrication ici. Et quand on s'adresse à un sous-traitant en France, il a aussi un conseil que vous apportera pas un Chinois ou un Asiatique à l'autre bout de la planète, et qui va vous fabriquer de l'électronique que vous lui avez demandé, et pas forcément celle qui serait optimale. Voilà. Et puis si vous avez fait une boulette, il fabriquera l'erreur. Voilà, il fabriquera la boulette. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. Alors, c'est pour expliquer aussi que en termes de compétences, il y a effectivement toutes les compétences qui sont nécessaires à la filière pour fabriquer, mais également les compétences qui sont nécessaires au bureau d'études pour effectivement qui sont entre la fabrication, enfin ils sont sur la conception, donc ils doivent à la fois intégrer la façon de travailler, la façon de concevoir au mieux pour industrialiser et fabriquer au mieux, et en même temps répondre aux besoins de leurs clients. Et bon, nous on intervient aussi avec les clients, les utilisateurs, pour aider sur toute la partie interroger sur la valeur, sur la stratégie, pour avoir la meilleure électronique possible qui réponde le mieux possible, interroger sur le contexte réglementaire, interroger sur les spécifications, enfin rentrer dans un mode projet qui est important quand on veut faire appel à la filière. Et ce qu'on observe effectivement, c'est qu'on a un déficit de compétences. Alors on a plutôt de très bons ingénieurs. Et c'est le retour que nous font des sociétés françaises qui vont à l'export et qui nous disent souvent elles gardent leur R&D en France parce qu'on a de très bons ingénieurs, on a des bonnes écoles. On se rend compte, alors on a quelques points un petit peu durs où il faut faire attention. Je pense à tout ce qui est électronique analogique où ça nous fait très peur. Très peur parce qu'on a la 5G qui arrive. La 5G c'est très bien, sauf qu'il faut des antennes sur la 5G et il y a toujours de l'analogique. Et ça c'est important et on a beaucoup
de choses critiques, par exemple, sur les antennes, et on a un peu peur parce que les très bons sur les antennes, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, on a quelques compétences où c'est pas simple, et on a peur, ça a été souligné, mais on a peur, on a des experts qui vieillissent un peu, et on a un petit peu peur de ce que ça va donner quand ils vont partir en retraite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ensuite, on a, donc, mais globalement, on a des écoles qui sont, nous, on est en contact avec, dans notre structure, on a un pied entreprise et un pied centre de compétences, à la fois privé et public. Et on est en contact régulier avec entre 50 et 60 écoles d'ingénieurs, IUT, etc., qu'on connaît bien, avec lesquelles on travaille bien. On a des bons niveaux de formation, mais ils sont confrontés au manque, enfin, ils n'ont pas assez de candidats, et on a un vrai problème d'attractivité. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet d'expliquer aux jeunes que l'électronique, c'est pas que la fabrication, c'est aussi de travailler chez les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, c'est pas que Renault, Thales, etc. C'est aussi des PME avec des projets où ils sont ils sont pas dans un petit sous-ensemble. Alors ça peut être très intéressant sur un plan technique, mais d'être dans un petit sous-ensemble d'un je sais pas quoi chez Thales. Mais ça peut être aussi, j'aime bien Thales, mais ça peut être aussi dans une PME, aider le fabricant de chaudières et être rempli. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers. Et ça, c'est intéressant de montrer qu'il y a une très grande variété de métiers. Et on a besoin d'avoir des jeunes, et la difficulté que l'on a, c'est que les PME, quand elles ont besoin de quelqu'un, c'était pour avant-hier, elles sont rentrées dans leur projet électronique, elles n'ont pas la capacité à former quelqu'un parce qu'elles n'ont pas de compétences internes, d'où l'importance pour elles d'avoir des ingénieurs qui sont formés, qui sont disponibles, etc. Donc, ou des techniciens supérieurs. Donc on a des décalages aussi de demande de compétences. Et donc il y a ce gros enjeu en formation initiale et en formation continue, puisque les technologies bougent beaucoup. L'intégration du logiciel et de l'électronique est aussi quelque chose qui arrive. On a parlé de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la radiofréquence, etc. Il y a beaucoup de sujets, et tous ces sujets, il faut arriver à y traiter. Voilà. Merci Jean-Philippe. On va peut-être donner la parole à l'assistance aussi, parce que je pense qu'il y a peut-être des questions ou des compléments d'informations qui vous intéresseraient. Je ne sais pas si... Non. Oui. Une seule suggestion, c'est remplacer intelligence artificielle par intelligence augmentée. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça serait une bonne adaptation de la réalité. Voilà. Oui. Ce qui est important aussi sur l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, c'est que pour faire de la bonne analyse, il faut avoir les bonnes données. Donc il faut les capter comme il faut, se poser les bonnes questions. Il y a le gros sujet, vous l'avez évoqué, le sujet de la data, où on se dit super, on va collecter plein de données, on va les mettre dans le cloud. Pas forcément la meilleure, voilà, et ça coûte très cher énergétiquement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire localement, et le gros enjeu aussi, il est de transformer de la donnée en information. Et là, il y a beaucoup de choses, et trouver les bonnes articulations entre ce qui peut se faire localement et ce qui peut se faire dans le cloud. Il y a des choses à trouver, et c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Puis souvent, on peut être très malin au niveau des capteurs, et le capteur est un élément très important. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est que les données, il faut les collecter. Généralement, ce sont des grandeurs physiques, donc c'est une donnée analogique qu'il faut savoir traiter, transformer en numérique, voire même retransformer en analogique ultérieurement. Donc tout ça pour compléter ce que tu as dit sur les compétences. On a besoin de compétences pas seulement en techno-numérique ou en ASIC, comme tu l'as dit, ou en microprocesseur, mais on a besoin en analogique, en puissance, en RF, en HF. Et les deux vont de pair et les deux se marient. Et dans les projets, on peut conjuguer des équipes de spécialistes de tous ces domaines. Et il y a à manger pour tout le monde. Autre question, remarque oui. Oui, bonjour, Sylvie Bugnon, Société Polygone CAO. On a des rangs Captronic et SNES. Donc nous sommes bureau d'études, donc on fait la conception et l'industrialisation de cartes électroniques, donc le design de cartes. Aujourd'hui, on a un très très gros problème. On a énormément de travail et on ne trouve personne sur le marché. Alors les ingénieurs ne s'intéressent absolument pas à ce métier. Donc nous on recrute des BTS ou des DUT électroniques. Et aujourd'hui, on a eu 2 échecs en recrutement parce que les gens ils sont aperçus que c'était un métier qui ne les intéressait pas. Il y a quelques années, ce métier était appris, si on peut dire ça comme ça, au niveau des écoles, mais
On leur faisait voir un peu ce que c'était ce métier. Et aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est qu'un design de carte. Et je pense qu'entre la conception et la fabrication, il y a quand même quelque chose qui existe. C'est les gens qui designent de cartes électroniques. Et c'est pas en appuyant sur un bouton sur certains logiciels qu'on fait ça. Donc, où est-ce qu'on peut recruter ? C'est une excellente question et juste pour montrer qu'on est extrêmement sensible, je vais passer la parole à Virginie et à Gilles. Mais on essaye à l'heure actuelle de développer en liaison avec Axiel des activités avec des plateformes qui prépareraient certaines personnes, au moins qui acceptent, alors ça c'est l'autre problème, de travailler dans le domaine des cartes et avec tous les aspects qui sont de plus en plus complexes, tridimensionnels, etc. Le gros problème aujourd'hui, c'est que même dans les écoles sous l'étiquette électronique, moi j'étais professeur à Supélec pendant 30 ans, à Supélec, 50% des diplômés de Supélec ne viennent pas dans le domaine de l'électronique à la fin. C'est quand même un problème. Et ça, c'est un autre aspect des choses. On en a parlé avec des gens qui font du média, etc. Il va falloir vraiment, vraiment prendre à bras le corps cet aspect-là. Alors, Gilles et Virginie. C'est un sujet sur lequel on est vraiment positionné, où on essaye de faire des choses. Il faut savoir aussi que dans nos filières de formation, il y a aussi très peu d'étudiants qui sont attirés et intéressés. Moi, je fais du semi-conducteur. Voilà. La théorie des semi-conducteurs, c'est quelque chose qui est rébarbatif, repoussant. Et ils préfèrent aller dans le domaine de l'automatique, aller dans le domaine de l'électronique de puissance, ou aussi la projection des entreprises derrière, c'est EDF, c'est la green... Voilà, tout ce qui est vert. Et donc, on a beaucoup de mal à les faire venir aussi dans nos formations. On pourrait former beaucoup plus de jeunes. Donc, on a un vrai sujet autour de l'attractivité. Ce qu'on a repéré, nous, c'est que du côté de l'enseignement, de l'éducation, le 90% le profil des enseignants du primaire et du secondaire aussi, c'est 90% de profil littéraire. Donc en fait, c'est dès le plus jeune âge, nous c'est la conviction qu'on porte, c'est que dès le plus jeune âge, il faudrait les sensibiliser à la science, leur parler de Philae, leur parler de tout ce qui peut faire, tout ce qui procure aussi du rêve et qui leur permettrait d'adhérer aussi à la science. Et donc, ce sont autant de sujets qu'on porte autour de la formation. Et après, on a d'autres actions plus concrètes et plus rapides avec les rectorats, etc. Oui, alors, juste pour compléter, au sein de la filière et chez Axiel en particulier, depuis de nombreuses années, on a décidé de travailler avec le terrain. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les meilleures initiatives sont celles qui partent du terrain. Lorsque un IUT ou un lycée BTS, et là je parle directement à vous puisque c'est cette population-là qui est principalement concernée. Donc lorsque au sein d'une académie, on a un rectorat ou un inspecteur d'académie qui sait ce que c'est que l'électronique, qui l'a pratiqué, un lycée qui est favorable à monter soit une initiative locale, une formation continue ou spécifique, soit à faire un petit peu digression dans son programme de BTS système numérique, puisqu'il n'existe plus que ça maintenant, BTS système électronique et numérique, options électronique et communication. Et donc on travaille avec eux. Donc on a fait quelques expériences qui sont aujourd'hui semi-probantes, car on n'a pas assez de candidats, mais néanmoins les candidats que l'on a formés, on en forme en hyperfréquence au lycée de Courcouronnes, au lycée de Redon en Bretagne, on a une formation sur l'assemblage des cartes. Alors c'est pas le design, mais je vais y venir. Donc on a des initiatives locales de ce type qui montrent qu'on arrive quand même à coller à ce type de besoin. Alors pour être plus global, l'action qu'on entreprend cette année, on essaie de l'entreprendre, je dirais, nationalement au sein des territoires, avec l'aide des entreprises qui veulent bien, qui ont des besoins et qui veulent bien nous accompagner.
Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le design des cartes, vous prêchez un convaincu. On a une carence, notamment chez les bureaux d'études, mais aussi chez les EMS, les sous-traitants, et aussi chez les fabricants de composants, parce que aujourd'hui, quand on design des composants, on a besoin de connaître le design d'une carte. Et souvent, on fait appel à nous aussi pour designer la carte, et Captronic est un parfait exemple. Donc, notre idée, c'est, avec les IUT concernés et les lycées BTS concernés, de travailler avec eux pour refondre ou adapter des programmes. Et ça, on a besoin des industriels. Donc, on va vous solliciter pour que l'on fasse, je vais appeler ça les tours des régions, si vous voulez, qu'on aille dans les lycées, qu'on aille auprès des classes, leur montrer déjà ce que sont les différentes facettes de ces métiers et d'une manière concrète, leur faire comprendre qu'ils ont une carrière intéressante à mener s'ils viennent dans cette partie d'électronique qui est l'interface entre l'amont et l'aval, si je puis dire. Donc là, on pourra échanger si vous voulez, mais moi je vous invite à ce qu'on discute et puis voir dans votre région qu'est-ce qui est possible de faire. On l'a fait, hein. Moi je l'ai fait, je l'ai même fait en Bourgogne. Je n'ai rien contre la Bourgogne, au contraire, j'en suis natif. Mais il n'y a pas beaucoup d'électronique. On a monté aussi une licence pro dans le domaine. On l'a fait avec Courcouronne. Je suis en train de le faire avec Villetaneuse, l'IUT de Villetaneuse dans le 93, je crois, ou 95, 93. Et dans les régions, ça se fait également, notamment Captronic pourrait en parler. Donc, il y a donc, si vous voulez, la roadmap à moyen long terme, on en a parlé, il ne faut surtout pas la négliger. Et puis il y a les initiatives locales où on sent de l'appétence, et notamment au sein des enseignants qui ont envie, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui peuvent les trouver si un pôle industriel les accompagne. Et nous, on est là, la partie, entre guillemets, groupement industriel pour le faire. Peut-être que je rajouterai quand même un petit commentaire, c'est que la formation dépend des ministères qui sont en charge de la formation. Et il faut savoir qu'on a une inertie terrible. C'est-à-dire que si on décide aujourd'hui de démarrer quelque chose, il nous faut à peu près 5 ans. 5 ans, parce qu'il y a l'idée, il faut convaincre le ministère, après il faut convaincre l'établissement, après il faut convaincre les enseignants, puis après il faut convaincre les étudiants. Et puis il faut les former, et puis il faut qu'ils sortent. C'est 5 ans minimum, donc il faut quand même le savoir. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nécessite aujourd'hui, si on veut faire les choses proprement, notamment sur les cartes, on a commencé à étudier les problèmes. On peut avoir des logiciels relativement facilement. C'est ce qu'on a fait cette semaine à Grenoble. Par contre, avoir des équipements qui correspondent à ce que l'on trouve dans l'industrie actuelle des cartes, c'est avec des équipements qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteux. Et ça veut dire qu'il faut avoir des programmes plus ambitieux, éventuellement avec mutualisation de certains équipements, etc. Alors, un des aspects qui a été discuté dans le cadre du CSF et avec Axiel, c'est qu'on pourrait avoir, par exemple, des entreprises qui ont ces équipements et qui pourront pouvoir récupérer des gens plus tard, offrirait un accès, alors je dis n'importe quoi parce que c'est pas assez réfléchi, mais par exemple 5 jours par an à leurs équipements, à des formations d'ingénieurs, de techniciens, etc., de manière à ce qu'ils soient préparés avant et arriver quelques jours sur le vrai terrain et voir tout l'aspect éventuellement intéressant, attractif et puis complexe des choses, c'est-à-dire que c'est pas juste en claquant des doigts qu'on fait comme certains collègues me disaient, il suffit de faire à souder pour faire une carte. Je pense que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour dire aussi qu'on y réfléchit, mais ça veut dire que ce qu'a dit Gilles Rizot au niveau du syndicat des industries, c'est qu'il faut qu'il y ait un échange, un aller-retour, et ça sera d'autant plus facile qu'on a cet aller-retour entre les industriels, le syndicat, la filière et puis les enseignants. Je pense qu'il faut y réfléchir. Et ça, c'est valable pour les cartes, mais c'est aussi valable, par exemple, on a des collègues qui travaillent en plastronique. C'est pas tout à fait des cartes, mais c'est un domaine aussi. On peut avoir avec les collègues lyonnais, les gens d'Oyonnax, etc., cette approche, en prenant l'exemple de la plastronique, mais on peut travailler aussi sur l'électronique organique avec les gens de Bordeaux, etc. Moi, j'ai eu cette vision nationale et je peux contacter les gens et les mettre en relation avec, par exemple, les industriels. Donc ça veut dire que c'est très important d'avoir cette approche.